moi, je suggère qu'on commence, puisque je suis enregistrée. Parfait. Alors, bienvenue aujourd'hui, 14 février, bonne Saint-Valentin à tout le monde pour la semaine des données à cœur. Aujourd'hui, on accueille Judith Bierno de l'Université de Liège. Je vous laisse, Judith, vous présenter. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis à vous voyer. Je suis nerveuse quand c'est enregistré. Mm. Alors, je te laisse la parole. Merci Stéphanie et merci beaucoup au partenariat des bibliothèques universitaires québécoises de m'accueillir pour ce webinaire. Ça me fait très plaisir. Merci aux personnes qui se connectent d'être venues nombreuses. J'espère qu'on va bien s'amuser, qu'on va beaucoup s'apprendre mutuellement dans l'heure qui vient. Donc, moi, je suis Research Data Officer à l'Université de Liège, en Belgique. Ma mission dans le cadre de ce poste est d'aider les chercheurs à être aussi conformes que possible à tout un tas de critères qui leur sont imposés sur la gestion des données de recherche. Ça peut être des critères qui viennent du monde éditorial, par exemple des critères de publication en données ouvertes ou avec de l'embargo. Ça peut être aussi des critères qui viennent plus du monde du financement de la recherche, des critères qui sont contractuels avec les grants, par exemple, de recherche comme la rédaction de plans de gestion de données. Ça peut être aussi des critères qui sont pas spécialement, qui peuvent être aussi légaux, hein, contractuels, et puis qui ne sont pas spécialement, je dirais, des critères qu'on doit rendre obligatoires, mais peut-être aussi des critères un peu plus de qualité ou de certaines valeurs qu'on veut appliquer pour soi-même à sa recherche. Et dans le cadre de ce métier-là, je suis amenée à collaborer avec les 11 facultés de mon université. Donc, il y en a beaucoup, hein. Ça va des sciences, sciences appliquées, philosophie, sciences humaines et sociales. Donc, j'ai le privilège d'interagir avec beaucoup de cultures scientifiques différentes. Et je suis ici pour vous parler un petit peu d'une belle expérience que j'ai eue pendant ces 3 dernières années et qui est encore en train de se produire à l'heure actuelle, qui est le réseau de Data Ambassadors, qui lui est plus large que juste l'Université de Liège. Je vais un petit peu vous raconter son histoire. Je voudrais vous parler du réseau de Data Ambassadors, pas seulement parce que c'est une belle histoire, mais aussi parce que dans le cadre de la gestion de données de recherche, et dans le cadre de la semaine des données à cœur, il nous paraissait pertinent à Stéphanie et à moi de vous parler un petit peu du levier d'entraide et de motivation, de soutien entre les chercheurs pour adopter diverses pratiques liées à la bonne gestion des données de recherche. Juste encore un tout petit mot d'intendance. Ici, moi, dans mon petit setup, je vois la fenêtre Zoom, mais il m'est difficile de garder un œil sur la fenêtre de discussion. Pour ça, j'ai mes super collègues qui sont là. Et si jamais il y a une question qui pop, il ne faut pas hésiter à m'interrompre, d'accord? Normalement, le webinaire est prévu pour cette durée-là également. Donc, n'hésitez pas. Euh, Bien, petit point de départ ici pour ce webinaire. Euh, Peut-être serez-vous tous d'accord avec moi quand j'exprime la chose suivante. Dans mon métier en tant que Research Data Officer, il me faut parfois encourager les chercheurs à adopter des nouvelles habitudes de travail ou à mettre en place de nouvelles pratiques, comme par exemple la rédaction d'un plan de gestion de données, comme la publication de jeux de données associés à des articles. Nouvelles à plus ou moins grande échelle, hein, parfois très nouveau, parfois c'est implémenté depuis quelques années. Mais quand j'arrive, moi, avec ces propositions d'outils ou de pratiques supplémentaires, il m'arrive de rencontrer de la résistance. Il m'arrive d'entendre des chercheurs qui ont du mal à trouver du temps à dédier à cet effort supplémentaire-là. Il m'arrive d'entendre aussi des formes de résistance un petit peu plus spécifiques à la discipline, hein. C'est plus difficile de se projeter dans un jeu de données concret quand on est physicien théoricien ou mathématicien que quand on est médecin ou psychologue. Moi-même, par exemple, avant d'être Research Data Officer, j'ai fait ma thèse en astrophysique. Donc, pour moi, une donnée de recherche, c'était une image d'un télescope. Et parfois, donc, toutes ces diversités culturelles et cette diversité des pratiques de recherche en fonction des différentes cultures, bah, ça donne lieu à de la résistance. Quand on essaye
de faire adopter des nouvelles choses, il y a toujours un petit peu de résistance. Et j'aimerais savoir si je suis la seule à avoir traversé ça. J'aimerais savoir si je suis la seule à rencontrer ce genre de résistance. Et pour ça, j'aimerais vous proposer d'utiliser l'outil WooClap. Donc, si vous connaissez WooClap, allez-y, connectez-vous et voici le code de l'événement, hein. C'est donc PUBQ pour Partenariat universitaire Bibliothèque Québec, n'est-ce pas? Et FWB pour Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous voyez comme tout se tient. Et si vous ne connaissez pas WooClap, vous pouvez prendre votre smartphone, vous pouvez prendre votre ordinateur, votre navigateur, et vous pouvez scanner le QR code ici. Il va vous mener vers un sondage. Pour le moment, il n'est rien affiché. J'aimerais prendre un instant pour vous laisser vous manifester si vous avez des problèmes de connexion au sondage WooClap. Normalement, vous devriez voir une page qui vous dit quelque chose comme patience, il n'y a pas encore de questions affichées. Ok, Sophie, ça marche. Super. Je vous laisse quelques secondes pour vous connecter et pour vous manifester en cas de problème. Et j'en profite pour m'hydrater un petit peu. Ah, merci pour les réactions, comme ça je vois que ça fonctionne. Bien, je vais lancer une question ouverte où j'aimerais, s'il vous plaît, euh, que vous tapiez avec votre clavier ou avec votre smartphone voilà, dans le champ texte qui va s'afficher. Pouvez-vous me dire euh, quelle est l'excuse qu'on vous donne la plus souvent? Alors ici, j'emploie l'exemple pour ne pas remplir un plan de gestion de données. Et si c'est un exemple qui ne vous parle pas, parce que ce n'est pas vraiment votre core business, la gestion de données, peut-être que vous êtes là avec une autre mission dans le cadre professionnel, vous pouvez vous projeter avec une autre pratique que vous essayez de faire adopter, quoi. Parce qu'il manque de temps, je ne sais pas comment faire. Donc, on a manque de temps, manque de compétences. Je vois les réponses qui s'affichent. Peut-être ne les voyez-vous pas, mais j'enregistre et je vous le montre à la fin du décompte. Parce que oui, moi, j'aime bien euh, de mettre la pression aux gens pour un petit peu les réveiller. Donc, vous avez 3 minutes. Manque de ressources, ce n'est pas obligatoire, c'est trop compliqué. Le manque de temps arrive beaucoup. Je vois beaucoup de manque de temps. Ne pense pas que ça les concerne. Ah bah oui, bref, là le temps. Super, merci pour vos réponses. C'est super. Oui, trop compliqué. On n'en voit pas les bénéfices. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Je vais essayer Ne vous laissez pas perturber par la fenêtre Zoom qui va changer. Je change le partage pour vous montrer vos réponses qui s'affichent sur le WooClap. Manque de temps. Je ne suis que seule dans mon projet de recherche. Ah oui, si je ne fais pas de collaboration, j'ai pas besoin d'un plan de gestion de données. Oui, pourquoi pas. Je n'ai pas de données. Hein. Ouais, ça arrive aussi. Hein. On parlait des physiciens théoriciens tout à l'heure, hein, des mathématiciens ou autres. Hein. Manque de temps, trop long, trop compliqué. Bien, super. Euh, je laisse encore quelques secondes, mais j'ai l'impression il n'y a pas de conséquences. Ah, oui. On n'est pas accountable pour ces plans de gestion de données. Tout à fait. OK. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vais laisser la question ouverte. Elle va simplement se verrouiller et je remets mon PowerPoint. Super. Donc, je ne suis pas la seule à rencontrer cette résistance. Déjà, ça me fait plaisir. Et c'est justement de ça que je souhaite vous parler aujourd'hui. OK. Donc, ces résistances, elles existent. Je les ai rencontrés moi-même quand j'essaye d'encourager les chercheurs de mon université à adopter les nouvelles pratiques que j'aimerais populariser auprès d'eux. Et pour ce faire, avec mes collègues des 5 autres universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, juste pour vous redonner un petit peu de contexte, la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est comme ça qu'on appelle la communauté francophone de Belgique. En gros, la moitié sud du pays. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles reprend la moitié sud du pays plus Bruxelles. Et dans cette zone géographique-là, il y a 5 universités. L'université de Liège en fait partie. Namur, Mons, Louvain, Bruxelles, Louvain-la-Neuve, pardon, Bruxelles sont les autres. Et avec mes collègues des autres universités, on rencontre les mêmes résistances et on a essayé de mettre en place des choses pour les dépasser. Parmi ces choses, les Data Ambassadors. Et j'aimerais voilà, vous raconter un petit peu ces stratégies-là aujourd'hui pour qu'elles puissent peut-être vous inspirer
de votre côté. Alors pour info, un tout petit disclaimer avant d'aller dans le vif du sujet. Cette présentation est basée donc sur mon cas d'étude, celui des Data Ambassadors, et sur un petit supplément d'âme qui provient d'une recherche bibliographique. Merci de ne pas considérer ça comme un corpus fixe de connaissances, évidemment. C'est un cas d'étude. Et l'intérêt de ce webinaire aujourd'hui, puisqu'en plus on parle d'entraide, eh bien, c'est de mettre en débat tout ce que j'ai envie de vous raconter, tout ce que j'ai envie de vous présenter. Si vous avez envie de réagir, de poser des questions, d'ajouter des éléments, n'hésitez pas à interrompre. Interrompez dans la fenêtre de conversation, interrompez de vive voix. Je ne sais pas ce que mes collègues organisatrices en pensent, mais moi, je n'ai pas peur des collaborateurs qui rallument le micro et qui interrompent sauvagement. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Et puis, de toute façon, on interagit avec le WooClap aussi. Sauvagement, dit-elle, hein? Sauvagement, hein. Bien. Donc, nous revoici un petit peu plus tôt dans ma très jeune carrière. On arrive à peu près vers la fin de l'année 2021. Moi, je démarre dans ma fonction de Research Data Officer. Je l'ai démarré en février 2020, hein, donc ça fait déjà un petit temps, mine de rien. Et il y a en Fédération Wallonie-Bruxelles un Research Data Officer par institution. Donc, dans toute la communauté francophone de Belgique, nous sommes 5. Nous nous connaissons bien et nous collaborons régulièrement. Nous avons des plateformes de messagerie instantanée. On utilise pour s'échanger un petit peu nos questions et nos idées. Notre mission, c'est donc voilà, de fournir du support sur demande et aussi du support institutionnel, pas forcément donc sur demande, hein, pas seulement en réaction, mais aussi en proaction pour les outils de gestion des données de recherche. Et on remarque vite que on a chacun notre petit parcours scientifique derrière nous. On est nombreux à avoir fait de la recherche auparavant, mais on se rend compte qu'on doit interagir avec des cultures de recherche qu'on ne connaît pas forcément et qu'il nous manque parfois un maillon pour vraiment parvenir à compléter la chaîne jusqu'à notre public cible. Il nous manque notamment dans les secteurs où on n'est pas expert, une véritable connaissance pratique de ce dont un chercheur a réellement besoin au quotidien pour répondre aux obligations ou aux recommandations de la gestion des données de recherche. Prenons les programmes de financement les plus courants en Europe, par exemple, hein, le programme Horizon du Conseil européen de la recherche. Il place une exigence de livrable d'un plan de gestion de données dans les 6 premiers mois du projet, mais c'est un instrument de financement qui peut financer aussi bien des projets pour toutes ces personnes-là. Mais parfois, nous manque un petit peu cette connaissance pratique du secteur. Et donc, il nous est parfois difficile de donner des conseils spécifiques à une discipline, pas impossible, mais difficile. On doit se plonger dans le cas d'études, ça prend du temps. Et puis, moi, j'ai 11 facultés dans mon université, quelque chose comme 6000 chercheurs. Il m'est impossible de passer 1 minute avec chaque chercheur, pardon, excusez-moi, j'en perds mes mots, pour leur dire un petit peu, pour leur donner des conseils. Rien que ça remplirait déjà un temps énorme. Donc, la capacité d'atteindre chaque membre du personnel scientifique jusque dans le moindre labo. En plus, si on prend compte de notre dispersion géographique, surtout sur tout le pays, entre les 5 universités, mais aussi une université peut être éclatée en plusieurs campus, comme c'est le cas de Liège, par exemple, là, c'est fini. Pour atteindre tout le monde, c'est super compliqué. Du coup, on a été inspiré par des initiatives semblables qui avaient été mises sur pied auparavant, notamment à Cambridge, au Royaume-Uni, et dans un consortium d'universités de sciences appliquées aux Pays-Bas, notamment à Delft, hein, puisque c'est avec les gens de Delft qu'on a beaucoup discuté. On a décidé de mettre en place un réseau de chercheurs qui voulaient bien nous aider. Ce sont des chercheurs qui ont des compétences ou des intérêts pour les nouvelles pratiques de gestion de données de recherche et qui étaient d'accord de collaborer avec nous pour nous aider un petit peu dans les deux sens. Et on a décidé d'appeler cette communauté-là les Data Ambassadors. Communauté interuniversitaire, puisque ici on était sur une initiative qui nous rassemblait tous les 5, dont l'objectif était d'augmenter l'impact de nos services, en fait, hein, de nos tâches, en activant un petit peu le soutien de pair à pair, le peer-to-peer, en fait, hein. En plus, on avait tous déjà passé un peu de temps dans nos institutions et peut-être que vous avez déjà remarqué aussi que dans certains départements ou certains labos, où il y a toujours un collègue un peu savie
comme ça qu'on va contacter quand on a, par exemple, une question sur les statistiques ou quand on a une question sur, je ne sais pas moi, la protection des données personnelles. Il y a toujours bien un collègue qui est un petit peu, qui est un petit peu l'expert local, mais de manière informelle. Et on avait envie d'aller en fait débusquer ces personnes-là et de pouvoir bénéficier de leurs connaissances dont on avait justement besoin et en plus de pouvoir les mettre en valeur parce que cette mission d'entraide un peu informelle était difficilement valorisable pour ces collègues-là. Et donc on s'est dit, on va aller un petit peu nous capitaliser là-dessus. Et donc, l'idée, c'était de placer des relais de personnes motivées dans les unités de recherche, dans les instituts, les départements, les labos. On fait un appel ouvert en 2021. À ce moment-là, on arrive à recruter au sein de nos 5 universités 56 data ambassadors. Le réseau a depuis grandi, il s'est développé. Nous sommes maintenant à 86 membres dans les 5 universités. Vous voyez la répartition des data ambassadors ici par secteur scientifique. On est à peu près sur une petite moitié là qui vient du secteur des sciences humaines et sociales, un petit tiers qui vient des sciences et techniques, le reste en médecine, en sciences biomédicales. Et alors, il y a aussi des personnes qui ne sont pas affiliées à un secteur scientifique, qui sont des bibliothécaires, des spécialistes informatiques, des gens qui viennent de services IT ou de services qui ne sont pas rattachés à une faculté. D'un côté, les data ambassadors en endossant cette mission volontaire supplémentaire, puisque là, je vous parle de chercheurs ou de gens qui ont un métier, hein, donc qui prennent cet ambassadorship, si vous voulez, de manière volontaire et en supplément de leur mission normale, quoi. Ben, en prenant cette mission-là, ils peuvent attendre, les data ambassadors, de bénéficier d'un espace de réseautage pour s'échanger avec des collègues d'autres universités ou d'autres disciplines scientifiques, certaines bonnes pratiques, certaines idées, certains conseils. Bien sûr, on leur donne accès à des formations, à des opportunités d'apprentissage supplémentaires, à des séminaires, par exemple, spécialisés. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à une certaine forme de reconnaissance, puisqu'on essaye de mettre en valeur ce service d'abord informel, maintenant formalisé, qu'ils pouvaient parfois rendre de facto, en fait, à leurs collègues immédiats. Et nous autres Research Data Officers, en échange de tout ça, la participation des Data Ambassadors dans nos événements est très précieuse pour nous. Ça augmente la visibilité de nos ressources dans les unités de recherche, mais on a aussi une espèce comme ça de capital d'utilisateurs pilotes qui nous fournissent des informations de terrain sur le véritable besoin des chercheurs dans les disciplines qu'ils représentent. Donc, ils peuvent nous aider lors de la co-création d'outils qui doivent fonctionner pour un maximum de disciplines scientifiques pour nous rappeler un petit peu ce qui est pertinent pour tel ou tel secteur. Donc, ça fonctionne un petit peu dans les deux sens. Cette initiative a tout d'abord été lancée, soutenue par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, hein. En pratique, ça veut dire qu'ils nous ont financés. Et grâce à ce financement, on a pu démarrer l'activité et on a pu avancer je dirais, dans cette collaboration entre Data Ambassadors et Research Data Officers. On utilise une plateforme Slack, par exemple, pour échanger un petit peu nos questions, nos nouvelles, les choses pertinentes. Depuis fin 2021, donc en réalité, on a commencé le recrutement en fin 2021 et on a fait le kick-off de cette communauté-là en mai 2022. Donc, sur cette période-là, jusqu'en décembre 2023, on a organisé 12 événements, dont 3 qui se sont tenus en présentiel par opposition à distance. Il y a eu des formations, notamment des formations sur l'éthique des données, sur les techniques d'anonymisation, sur l'outil de rédaction de plans de gestion de données, donc des formations très pratiques. Il y a eu aussi des webinaires qu'on appelle des webinaires lunch, dans le cadre duquel j'ai eu le plaisir de collaborer avec Stéphanie notamment. Il me semble que c'était sur le dernier en date qui parlait d'archivage des données de recherche. Donc, on fait ces webinaires pour discuter entre les data ambassadors, mais aussi avec des communautés plus larges de questions très spécifiques, comme le double usage civil et militaire des publications de données, la réutilisation de données de réseaux sociaux. Donc là, on est sur des thématiques qui sont plus fines, plus ciblées que sur les formations, par exemple. Et les événements en personne sont là lorsqu'il y a une vraie plus-value à se retrouver dans un endroit commun, notamment quand il s'agit de collaborer ou de
brainstormer, et vous me permettez d'utiliser ce très vilain mot, pour arriver à la création de ressources pertinentes pour toutes les disciplines scientifiques. Voici donc la petite histoire des Data Ambassadors. Comme je vous disais, donc on a grandi jusqu'ici pour atteindre 86 membres maintenant, et le réseau continue de grandir. On a des projets pour l'année 2024, notamment collaborer avec des écoles doctorales interuniversitaires pour mettre en place des formations avec des colorations disciplinaires au lieu de faire des choses très généralistes. Euh, des projets de co-création de plateformes web. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui sont en train de fourmiller. Donc, ce réseau est loin d'avoir terminé sa mission. Mais ici, voilà, l'objectif principal d'activer le soutien de pair à pair, c'est quelque chose qui a fonctionné, mais sur lequel, d'un autre côté, on n'a pas fini de travailler, sur lequel il nous reste beaucoup de travail et duquel j'ai envie, moi, de parler aujourd'hui. Puisque malgré tout, à la lumière de la motivation de ces 86 chercheurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont bien voulu endosser ces choses supplémentaires, bah, comme vous l'avez noté dans le book-lab, il reste quand même de la résistance. Et donc, c'est de cette adéquation-là que j'ai envie de parler aujourd'hui. Euh, Au contact des Data Ambassadors, j'ai énormément appris à titre personnel sur la gestion des données dans d'autres disciplines scientifiques. On a fait des petites enquêtes auprès des Data Ambassadors, notamment une qui a donné lieu à une publication en 2022 que je vous partage à la fin du slideshow ici, qui montre un impact positif sur l'auto-évaluation des compétences en gestion des données des Data Ambassadors. Permettez-moi aussi de faire l'observation qui personnellement m'a surprise, que l'interdisciplinarité dans les conversations entre chercheurs a stimulé beaucoup en fait d'apprentissage mutuel et a ouvert beaucoup de débats. C'était comique, par exemple, de voir que un data ambassador de la faculté de psychologie a raconté quelque chose qu'il avait mis en place dans son labo et qui a pu être transposé quasi directement dans un labo de biochimie. Voilà, c'était une politique de stockage des données, en somme, des conventions de nommage, des conventions de responsabilité, des dossiers de fichiers qu'on gère dans l'espace de stockage commun. Donc, ça peut être très à échelle très petite et en même temps très actionnable, et puis ça peut être transposé de discipline en discipline. Donc, quelques succès, quelques leçons aussi, et encore de la résistance à dépasser. Euh, Quelques petits points clés que je vous communique comme ça sur la base de mon expérience en vrac. Les sujets ciblés attirent beaucoup plus de participants que les sujets larges. Les événements fréquents à distance attirent également beaucoup plus de monde. En fait, de manière générale, on observe que ce qui nous reste à faire comme gros investissement en énergie dans le réseau des Data Ambassadors, c'est de passer d'un engagement passif, donc assister à un webinaire, répondre à une enquête, à un engagement actif. Me positionner en tant que Data Ambassador, organiser quelque chose dans mon unité de recherche, proposer une idée. Voilà, donc de passer de cet engagement passif à cet engagement actif est le plus gros défi, à mon sens, pour le futur du réseau de Data Ambassador. Et donc pour ça, il y a beaucoup de choses qui sont importantes et c'est ça le cœur de la présentation que je vous ai préparée pour aujourd'hui. Parce qu'il s'agit d'une résistance. Il s'agit en fait d'une barrière de résistance à dépasser, un petit peu comme j'ai pas le temps, j'ai pas les compétences, il n'y a pas d'impact positif, j'ai pas de punition si je le fais pas, j'ai pas d'impact si je le fais. Voilà, donc ces choses-là, moi j'ai envie de réfléchir avec vous à comment dépasser ces barrières. Et donc je rentre un petit peu dans la partie un peu plus générale où je sors du cas d'étude des Data Ambassadors. C'est le bon moment ici, je pense, pour m'interrompre un instant, pour me tourner vers vous pour savoir s'il y a déjà à ce stade des questions ou des réactions sur ce que je viens de vous raconter sur les Data Ambassadors, avant qu'on se lance dans la partie un petit peu plus justement disons, contenu, puisqu'ici on sort du contexte. J'en profite pour boire un moment. Ok, super. Ouais, hop là. Ok, magnifique. Bah, si vous n'avez pas encore de questions, de réactions pour moi, c'est peut-être très bon signe. Et du coup, Ben, je continue. Mathilde te félicite ou vous Oh, merci félicite les data Mathilde. ambassadeurs.
Super. D'ailleurs, si jamais vous étiez intéressé de rester en contact avec les Data Ambassadors, puisqu'on organise des webinaires qui sont accessibles à tous, notamment un webinaire auquel Stéphanie a participé en tant que présentateur, pour lequel je te remercie encore, Stéphanie, c'était super chouette. N'hésitez pas à me contacter. J'ai une liste de diffusion que j'appelle les amis des Data Ambassadors. Si vous souhaitez être tenu au courant des webinaires auxquels vous pouvez participer ou des événements qu'on organise, il ne faut pas hésiter à me faire un petit coucou. Et moi, je vous ajoute alors dans la liste de diffusion. Et Oui, puis on je reste en voulais juste contact avec grand ajouter, plaisir. pardon, je t'ai coupé sauvagement la T'as parole. bien fait. Oui, hein? OK. Bon, alors, Caroline Baril dit oui, elle aimerait être ajoutée. Donc, je vous mettrai en contact. Je voulais juste dire, entre grosses parenthèses, là, que la Fédération Wallonie-Bruxelles utilise aussi Dataverse comme nous. Euh, donc au Canada, Oui, nous, c'est vrai. c'est Oui, ça, on c'est lui a vrai. donné un petit nom, là, Borealis, pour que ce soit plus local, enfin, comme saveur. Et puis, ben, c'est ça. Alors, au niveau de la préservation, ben, eux aussi, là, commence à y songer. Alors, c'est pour ça qu'on avait collaboré toutes les deux. Nous, de notre côté, c'est ça, le plan de Borealis de la préservation est sorti. Alors, c'est comme ça qu'on se tient au courant, outre-mer, Voilà. outre-Atlantique. Hein? Alors, Oui, tout à c'est un fait. exemple d'entraide. En tout cas, bref. À longue Alors, distance. ah oui, exact, exact. Oui, c'est ça. Et Mm. puis, tu m'as aussi montré des recommandations et des politiques sur l'archivage des données de recherche. Et il s'avère qu'ici, on a des projets qui sont à nouveau financés par l'organe de gouvernance de la Fédération Wallonie-Bruxelles, enfin de la recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui vont pouvoir donner lieu à des recommandations, en tout cas pour ces politiques-là. Voilà, ça va servir aussi de matériau d'inspiration. Et comme je vous disais, la création du réseau de Data Ambassadors elle-même a été inspirée par d'autres communautés universitaires au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Donc rien que ça, déjà, on est sur la thématique de l'entraide. Bah écoutez, merci. Euh, Bien, je propose qu'on poursuive. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire en pratique pour surmonter ces barrières? Les barrières que je rencontre auprès des data ambassadors, les barrières qu'on rencontre tous auprès des chercheurs qui sont, pour la plupart d'entre nous, notre public cible, pour les appeler comme ça. Eh bien, moi, j'ai identifié deux familles, je dirais, d'actions à mener par nous autres personnels de soutien à la recherche pour tenter de dépasser ces barrières. On peut travailler sur la facilité et on peut travailler sur les bénéfices. C'est-à-dire, on peut d'une part s'ingénier à rendre les nouvelles pratiques de travail aussi faciles à faire que possible, hein, par exemple en minimisant la charge de temps que ça représente, ou à les rendre aussi bénéfiques que possible. Je propose qu'on s'attaque à la partie tout d'abord aussi aisée que possible. Attendez, vous savez quoi? Je vais tout de suite vous montrer, hop, avec le code barre, voilà, comme ça, si vous voulez déjà vous reconnecter au WooClap pour démarrer bientôt la question suivante. Est-ce que vous êtes d'accord de reprendre sous le vocable Data People, les Data Stewards, les Data Officers, les bibliothécaires de données, les personnes attachées à la gestion des données de recherche, juste pour cette conversation-ci? Nous autres, Data People, on est là pour proposer des services, des outils et de l'aide. Euh, et pour les rendre aussi faciles que possible, on voudrait qu'ils minimisent le surplus de travail associé à la gestion des données de recherche. J'ai mis ici au Fair Data parce que c'est la norme des données de recherche pour la plupart des projets européens, hein, donc les principes faciles à trouver, accessibles, interopérables, réutilisables, soit. Et bah, dans ce registre de services qu'on met à disposition, il y a parfois des services qui sont des outils que les chercheurs pourront mobiliser de manière autonome, des choses qu'on fait en collaboration avec eux pour du soutien, ou parfois carrément, il existe des tâches que les chercheurs pourraient avoir envie de nous déléguer. Et donc moi, même si Stéphanie a fait des présentations en détail et que je vois maintenant bien qui vous êtes pour la plupart d'entre vous, je ne suis pas sûre de comprendre exactement les missions de chacun et chacune. Et donc moi, j'ai envie de vous proposer encore une fois
de m'écrire dans le WooClap quels sont les services de facilitation de la gestion des données de recherche que vous mettez en place ou que vous souhaitez mettre en place. Et vous allez voir la question s'affiche et vous avez la possibilité de sélectionner 3 catégories en cliquant sur le petit post-it là qui normalement est au-dessus du champ texte pour répondre. Quels sont les outils que vous proposez aux chercheurs d'utiliser de manière autonome, en collaboration, ou y a-t-il des tâches qu'ils peuvent déléguer à du personnel de soutien? Pour vous inspirer, par exemple, en Fédération Wallonie-Bruxelles et même à l'échelle de la Belgique, on a mis en place une plateforme de rédaction des plans de gestion de données auxquels les chercheurs ont accès de manière autonome, avec une guidance de manière autonome. Par contre, pour tout ce qui est de la publication des données de recherche, bah là, à titre ULiège, on a mis en place une plateforme, mais ils ont un service de review de leur dataset avant d'être publié. Donc là, on est sur quelque chose qui est plus hybride, à la fois un outil à leur disposition et de collaboration. Gestion de base de données, assistant PGD, auto-formation, bah oui, ça c'est vraiment la base, hein, c'est vraiment la recette, super. Tableau d'exemple, ah oui, ça c'est bien. Une bibliothèque d'exemples de PGD, ça ce serait mon rêve pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. De l'aide pour les métadonnées, de la révision, super. Encore une fois, je vais vous montrer vos réponses. Je change de fenêtre de partage. Super. Par exemple, dans les tâches à déléguer à du personnel de soutien, moi j'aurais tendance à mettre la conformité légale des données. C'est-à-dire que un chercheur doit se préoccuper, par exemple, du respect de la réglementation liée à la vie privée, le RGPD hein, en Europe. Il doit s'en préoccuper, mais il doit y avoir un juriste qui doit pouvoir nous aider, en fait, parce que c'est un métier hein, d'être conforme à des lois. Donc, ici, nous, à l'Université de Liège, on part du principe que vraiment, le service juridique est là pour nous aider pour ce genre de conformité-là. Il y a du personnel dédié à ça. Et c'est le cas, je dis à Liège, mais c'est le cas dans la plupart des universités FOIB, hein, Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, qu'est-ce qu'on a mis? Modèle institutionnel, guide sur les données de recherche, donc plutôt des guides, plutôt des ressources d'auto-formation. Oui, gestion de base de données, ça, on a unir des forces bibliothécaires. Ah, c'est beau ça. Dans le partenariat des bibliothèques universitaires. À propos, juste comme ça pour info au passage, les Research Data Officers en Fédération Wallonie-Bruxelles, ils sont plus volontiers rattachés aux administrations de la recherche qu'aux bibliothèques. Voilà, différence en termes d'opération. Bien, bah, merci pour ces réponses, modèles, guides. Et donc, vous avez en fait tout un tas de ressources que vous avez peut-être rédigées ou compilées ou qui vous a pris du temps et de l'énergie à fabriquer et que vous avez mis à disposition des chercheurs. Et je présume, en tout cas, je devine que ces services sont sujets à une évaluation presque continue et qui sont régulièrement révisés pour être sûr qu'ils soient bien, je dirais, adéquats à notre public cible. Je remets le diaporama. Hop là. Et effectivement, nous autres Data People, on aime bien déployer notre énergie à faire les plus belles formations, à faire les plus beaux modèles de PGD. Moi, une de mes résolutions pour 2024, c'est de faire une bibliothèque de plans de gestion de données, exemple, navigable, pour avoir toujours le bon exemple à montrer pour inspirer bah, un chimiste ou un archéologue, voilà, par exemple. Maintenant, ici, d'après, et là, on arrive un petit peu plus dans le royaume de l'opinion. Donc, c'est là vraiment que si vous avez envie de réagir, je vous y invite véritablement. À mon sens, même avec le meilleur outil du monde, même si vous designez l'aide au PGD ou la guidance pour les plans de gestion de données la plus parfaite, il restera encore des bonnes raisons de résister. Et donc, ne faudrait-il pas un petit peu rediriger notre énergie vers cela? Je m'explique. Faisons encore un petit pas de côté. On est parti d'un cas d'étude Data Ambassadors, puis on parle de gestion des données en général. Faisons encore un dézoom un peu plus important. Comment pouvons-nous rendre les nouvelles pratiques de gestion des données de recherche aussi bénéfiques que possible, aussi aisées que possible? Je suis prête à parier que nous sommes tous à peu près assez compétents pour s'engouffrer dans cette voie-là. Aussi bénéfique que possible, là, il y a tout un travail à faire.
Dans sa carrière académique, grosso modo, un chercheur est tenu de faire 3 missions. Dans une université, il est tenu de faire 3 missions. De la recherche, de l'enseignement, c'est ce qui différencie la recherche académique de la recherche privée, et un troisième pilier qu'on appelle parfois société, qu'on appelle impact sociétal, qui est en fait l'interaction avec le monde non universitaire, la dissémination des résultats par la communication, par la création d'inventions, de brevets, de valeurs, de spin-off, d'entreprises, peu importe. Donc tout ce qui est interaction avec son environnement local et avec sa communauté. Et donc ce sont les 3 missions de la carrière d'un chercheur. Ces 3 missions jouent un rôle dans leur carrière et dans, de facto, l'évaluation de leur carrière. Quand un chercheur académique se porte candidat pour une promotion, on évalue sa carrière en évaluant ces 3 piliers-là. J'ai observé des pratiques semblables pour toute l'Europe, mais ta vie qu'il en va de même outre-Atlantique. Et ces 3 missions ont un rôle qui est traité de manière inégale. L'évaluation des 3 pictures totales, par exemple. Et donc, ces méthodes d'évaluation de la carrière d'un chercheur, bien, il a été montré qu'elles ont des biais et qu'elles induisent en fait une culture de la recherche qui a des conséquences négatives et mesurables, comme par exemple la crise de la reproductibilité scientifique. Et justement, nos nouvelles pratiques de gestion des données de recherche peuvent se positionner comme, partiellement en tout cas, euh, comme se vouloir en fait une partie de la solution à cette crise de la reproductibilité scientifique, comme venir un petit peu en contre-pied de ces conséquences d'une évaluation biaisée de la recherche, mais on est sur un problème un petit peu tautologique ici. Puisque l'évaluation des carrières se base sur des méthodes qui ont des conséquences négatives sur la culture de recherche qu'on crée, on met une pression de publication avec une certaine coloration sur ces publications sur le dos des chercheurs, au détriment de la 3e mission et de la reproductibilité scientifique. Or, les pratiques de gestion des données de recherche ont plutôt tendance à s'inscrire dans ces piliers-là de la recherche. Et donc finalement, on a designé une évaluation des carrières de la recherche qui incite peu à s'investir dans la rédaction de plans de gestion de données, dans la publication, en ouverture, plutôt que dans des revues prestigieuses, tant pour les articles que pour les jeux de données, dans la diffusion scientifique. Euh, et donc ici, en fait, quand un chercheur, dans les excuses qu'on a identifiées tout à l'heure ensemble, quand un chercheur nous dit «j'ai pas le temps», je pense que ce qu'il ou elle veut dire, c'est il n'est pas bon pour ma carrière d'investir trop de temps là-dedans, puisque je dois plutôt publier des choses nombreuses et spectaculaires chez Elsevier ou chez Nature. Euh, c'est pas un manque de compétences, c'est pas un manque d'intérêt non plus, c'est vraiment un biais culturel lié à l'évaluation de la recherche. Et en Europe, et même dans le monde, hein, j'ai vérifié d'ailleurs, il y a de plus en plus d'associations, d'universités ou d'institutions de recherche qui ont envie de se battre contre, qui ont envie en fait de repenser l'évaluation de la recherche. Et notamment, il y a un peu plus d'1 an, est sorti l'accord COARA, qui est un acronyme pour Coalition for the Advancement on Research Assessment, euh, et donc qui est en fait un, un traité, un accord, un agreement en fait, que les acteurs du monde scientifique peuvent signer pour montrer qu'ils s'engagent à réformer l'évaluation des carrières scientifiques à la lumière de toutes les observations que je vous ai montrées dans un papier, mais qui en fait, bien sûr, sont montrables partout. Vous avez une bibliographie d'ailleurs à la fin du slideshow pour creuser un peu davantage. Quand une université ou un ensemble d'universités signe COARA, il s'engage dans une échelle de temps de 5 ans à répondre à 10 engagements, dont 4 engagements qui sont vraiment de base et que je vous ai copiés ici, et qui sont en fait en résumé une promesse de s'éloigner de l'évaluation quantitative et de mettre un petit peu plus de poids sur l'évaluation qualitative. Et pour moi, derrière ce mot qualitative, c'est là que on peut aller chercher tout ce qui a lieu tout ce qui a trait pardon, à la 3e mission de la carrière d'un chercheur ou à la 3e mission des universités, à savoir l'impact sociétal d'une recherche. Comment on peut, nous autres, data people,
surfer en fait sur la vague de Kohara, parce qu'il y a quand même 688 signataires au moment où j'ai rédigé ce slideshow. Je vous dirai pas quand, parce que ça fait pas très professionnel pour moi de vous montrer à quel point il a été rédigé en dernière minute. Mais lorsque j'ai vérifié, il y avait 688 signataires, dont le Fonds de recherche Québec. Oui, mais en ta Euh, défense, là, c'est parce que c'est moi qui t'a demandé de faire un compte rendu de tes deux workshops qui étaient tout récents. non, mais Alors on tu es est, agile, tu veux dire. voilà, c'est ça, c'est Exact. agilité pour dire ça poliment. Merci Stéphanie, C'est j'aime ça. bien Tu ton es visité positive par Dieu dans twist. ta caméra. Ah bon, alors il y a la providence même, selon Émilie. Et puis, attends, il y a Caroline qui a fait un très bon commentaire là, au niveau de... Ah oui, OK, c'est la lumière, oui, effectivement. OK, j'avais pas compris que c'est moi. C'est moi la providence, effectivement. OK, bon. La figure divine. OK, j'ai tourné mon écran. Merci, Émilie. Donc, Caroline peut dire que, ben là, c'est comme si on comptait deux fois. Si Judith, tu vois son commentaire dans Je le vais commentaire. juste changer d'écran. Hop. Euh, je crois qu'un engagement est répété 2 fois. Oh, oh, erreur de ma part. Euh, oui, bah en fait, donc avoid use of ranking. Oui, effectivement, merci. Je corrigerai avant de vous repartager les slides. Euh, Mais donc, le premier engagement, c'est verbatim de s'éloigner d'une évaluation quantitative pour aller plus, le deuxième engagement, vers une évaluation qualitative. Veuillez excuser ma distraction et merci, Caroline, pour votre vigilance. Oui, Euh, au Québec, on dit des yeux de lynx. Hein, une saveur locale, si tu veux apprendre, Judith. Je oui, voulais c'est juste vrai. aussi dire, vu que tu m'as pas donné Merci. l'appel du pied, là. Mais attends, il arrive, il arrive, il arrive. Ah, c'est pas maintenant. Zut. OK, Mais alors tu peux le j'ai dire rien dit. maintenant, J'ai mais, rien dit. mais c'est très bien. Merci pour la retransition. Euh, Je vous explique, Kohara, l'évaluation de la carrière de la recherche, qu'est-ce que ça peut bien faire pour nous autres, Data People? Qu'est-ce que ça peut bien faire pour le personnel de soutien à la recherche? Eh bien, puisque dans la foulée de la publication et des multiples signatures de l'accord Kohara, euh, fourmillent partout des projets, en fait, dans les diverses institutions de recherche ou associations interuniversitaires pour un petit peu l'évaluation de manière plus qualitative, hein, parce que quand on signe Kohara, on a 5 ans pour le faire. C'est quand même un indice que c'est une grosse entreprise. Euh, eh bien, je pense que, et là, s'il faut écouter une minute, c'est maintenant, parce que c'est vraiment ce message que moi j'ai envie en fait de discuter avec vous. Je pense que nous autres, Data People, nous avons un devoir de participer à cette réforme de l'évaluation des carrières de la recherche pour rendre l'adoption des nouvelles pratiques nécessaires à une recherche reproductible et qualitative aussi bénéfique que possible. On peut participer aux efforts de guerre, entre guillemets, pour amener en fait notre connaissance du métier. C'est un nouveau métier, hein, data steward, data ambassador, data officer. Je pense qu'il nous appartient en fait d'amener ces compétences-là dans l'effort de réforme d'évaluation des carrières de la recherche pour qu'on puisse enfin donner une juste place au temps que les chercheurs doivent investir dans la rédaction de PGD, dans la publication de datasets, dans la diffusion en open access ou en sciences ouvertes en toute généralité, dans le partage en open source de codes qui vont avec les jeux de données sur lesquels on les entraîne. Et pour ça, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut essayer de définir des incitants. On peut essayer de reproduire un petit peu le modèle qu'on a habituellement, mais de lui donner une saveur un peu plus, je dirais, éthique et intégrité scientifique. Ou on peut carrément participer à une refonte complète. Et là, Stéphanie, c'est maintenant que je te fais l'appel du pied, puisque définir des incitants, finalement, toi, tu avais épinglé une référence là-dessus. Et il s'agit en fait de prendre le modèle d'évaluation ou le modèle de récompense, disons, des efforts d'un chercheur et de l'élargir pour ne pas mettre dedans que le prestige des publications, mais aussi leur ouverture et leur qualité et leur intégrité. C'est bien ça, Stéphanie, que tu voulais partager avec la référence que tu m'as envoyée? Oui, ben en fait, là, j'arrive pas à le copier, le coller dans le clavardage pour une raison que j'ignore, mais je veux donner tout le crédit à Émilie Fortin qui l'avait partagé hier dans le webinaire
de l'Université Sherbrooke. Alors, Émilie, je te délègue de mettre la référence encore une fois dans le chat. Je ne sais pas pourquoi, mais mon copier-coller ne fonctionne pas. C'est donc un article qu'Émilie a partagé. Le titre, c'est Data Journals Incentivizing Data Access and Documentation Within the Scholarly Communication System. Allô? Oui, tout à fait. Pardon, en Oui, vous fait, m'entendez? OK, excusez, j'ai un bouton ben, muet c'est ça. sur j'ai un bouton muet sur mon casque et je l'ai activé avec mon coude. Mais ici, C'est pas Émilie qui l'a partagé. Ben, je voulais te rendre honneur, c'est pas toi. Eh ben, voilà. OK, mais ben, prenez les une honneurs, autre Émilie, Émilie, enfin. peut-être. C'est pas grave. Donc, Si tu veux, Stéphanie, je peux le remettre dans le clavardage. oui, merci. Alors, Ton email est à c'est la à toi surface de ma que je t'en boîte. remets, oui. Juste le titre. Oui, bon. OK, j'ai chaud, là. Je sais pas Voilà, pourquoi voilà, mon voilà, voilà, copier. voilà. J'ai mis Merci. le lien dans le chat. D'accord, Mais d'accord. ici, ce que tu m'as partagé, c'était un article pour en fait inciter les chercheurs à adhérer au principe FAIR Ouais, et en particulier à publier dans des data journals. exact, c'est Et, ça. euh, et c'est ça, des data papers en fait, pour que les jeux de données soient considérés comme des publications à part entière, les jeux de données et leurs descriptions, leurs métadonnées, etc. Et effectivement, c'est quelque chose qui serait bénéfique. Ah ben voilà, Émilie, voilà. Émilie confirme que c'était bien elle. Ah, sûr, là, je pensais que j'avais fait des hallucinations comme ChatGPT, là, hein, comme dirait si bien Alissa hier dans Voilà. son webinaire, là, j'ai pas halluciné. Merci. Eh, Voilà, le crédit revient à Émilie. Et effectivement, nous autres, Data People, on peut participer à la définition de mesures, en fait, de métriques qui pourraient mesurer, eh bien, par exemple, je ne sais pas moi, le pourcentage de publication d'un chercheur associé à une publication sur un répertoire de partage de données. De toutes les publications d'un chercheur, combien ont un pendant sur Borealis, par exemple? Ou bien, quelle fraction de leur publication vient en open access ou vient avec de supplemental matériel qui serait par exemple du code ou des données. On peut définir des nouvelles métriques pour mesurer le troisième pilier. Et là-dessus, encore une fois, c'est quelque chose sur lequel on doit se pencher. Mais moi, j'aimerais quand même mettre en garde sur le fait que enfin, si les métriques n'ont pas marché précédemment, est-ce qu'on veut vraiment passer notre énergie à définir des nouvelles métriques? Quand une métrique devient un objectif, ça cesse d'être une bonne mesure de la réalité. C'est la loi de je ne sais plus trop qui. Et désolée, et donc, même s'il est important qu'on puisse chiffrer pour des évaluations, en particulier quand il faut départager des gens, même s'il est important qu'on puisse avoir des mesures chiffrées de l'implication d'un chercheur dans la gestion des données de recherche, peut-être que repenser entièrement les méthodes d'évaluation en se détachant des métriques peut être quelque chose de plus intéressant. Et je vous ai mis ici dans le slideshow différentes citations de papiers qui sont à chaque fois cités dans les coins inférieurs du slide correspondant. Mais encore une fois, je vous aurai une bibliographie complète au terme de la présentation. Mais où ici, par exemple, on propose de mesurer en fait l'interaction d'un chercheur avec son environnement local, avec sa communauté locale, avec l'environnement direct de l'université, les écoles, les entreprises, sa gouvernance locale. Et donc, ces efforts pour réformer, ici on est sur des choses généralistes, hein, pas seulement sur la gestion des données de recherche, mais ces efforts de redéfinition en fait de ce qui fait une recherche qualitative sont une opportunité pour nous autres, les data people, d'aller valoriser le temps que le chercheur investit dans la gestion des données de recherche. Et à titre tout à fait personnel, les data ambassadors sont le fait d'adopter en fait un mandat de data ambassador est pour moi quelque chose qui doit être hautement valorisé et qui fait partie en plein du troisième pilier, puisqu'on est La sur loi de service. Goodhart, Mathilde dit, quand Ah, l'indicateur ne merci. Good fonctionne heart. plus. Merci, Oui. merci, merci. Et puis c'est Donc, Heart sans E, hein, même si c'est la Saint-Valentin, là.
OK, Oh ma oui, joke était pas Saint-Valentin, bonne. Good Oubliez Heart, ça, continue. full circle moment ici. Génial. Et donc ici, voilà, moi j'avais envie un petit peu qu'on puisse en discuter ensemble. J'ai prévu un WooClap pour ça, mais comme on est un groupe un peu bavard, j'ai l'impression, si vous voulez écrire dans le clavardage, moi c'est très bien aussi, quoi. Mais je vous mets des petits exemples qui viennent de mon cerveau en ébullition, là, ici, sur cette question, parce que je me sens vraiment portée par cette mission à titre personnel. Pour la gestion des données de recherche, pourrait-on considérer les plans de gestion de données comme des publications et les faire rentrer dans des métriques? Pourrait-on valoriser l'open data, donc la publication en données ouvertes, en quantifiant par exemple le pourcentage de publications en articles liés à des publications en data paper ou en dataset, comme sur des dépôts comme Borealis? Comment peut-on rendre visible et reconnue la mission d'un chercheur qui aurait investi du temps pour aider son environnement immédiat dans l'adoption de pratiques de nouvelles données de recherche. Et ça, évidemment, moi, je ne vous apporte pas la réponse aujourd'hui. Hein, Kohara, ça a 1 an. Je vous apporte juste je dirais l'attention L apostrophe, attention, que nous devons, nous autres data people, donner à cette réforme, puisque je pense pour nous que c'est un levier plus important. Comme je vous disais tout à l'heure, un chercheur qui nous dit j'ai pas le temps, j'ai pas les compétences, ces excuses-là ne sont en fait que des symptômes en fait d'un problème qui est à la racine. Je ne peux pas y dédier du temps puisque c'est mal évalué dans ma carrière. Et donc, nous autres data people, est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on révise encore et encore notre guidance de PGD, puisqu'au final, elle va devenir asymptotiquement excellente? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dégager ensemble un moment pour plutôt participer à cette réforme d'évaluation, à s'informer sur les projets que Kohara a spawné, pardon, excusez-moi, dans mon université locale? Est-ce qu'on pourrait faire un manifesto, faire une publication, un poster, participer à une conférence en tant qu'association de bibliothèque? Il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on peut mettre en place. Et puisqu'on parle aujourd'hui d'entraide et de peer-to-peer, nous avons un métier jeune, certes, mais nous sommes de plus en plus nombreux à le faire, quel que soit le titre qu'on lui donne. Et il conviendrait, je pense, de continuer de nous entraider là-dessus, plutôt en coulisses, sur l'évaluation des carrières de la recherche. Je rajoute un dernier petit caveat et après, je vois qu'il est 17 heures, donc je vais devoir mettre un petit coup d'accélérateur pour pouvoir vous libérer à l'heure. Pardon, 17 heures chez moi, il est 11 heures chez vous. Voilà. Moi, j'ai toute la nuit, hein, mais vous avez encore votre journée de travail devant vous. Donc, voilà, je ne veux pas non plus grignoter votre temps de travail. Attention que pour ne pas transposer le problème de la crise de la reproductibilité, par exemple, ou de la culture du publisher perish, les incitants professionnels, notamment proposés dans le papier que Émilie, du coup, a pu partager, c'est que les incitants doivent être alignés avec les valeurs qui motivent le travail. Un data ambassador, il devient un data ambassador, non pas parce que c'est bon pour sa carrière, mais parce qu'il a peut-être quelque part dans son projet professionnel l'envie de dédier du temps pour de l'entraide, pour une recherche de qualité plus transparente, plus reproductible, plus rigoureuse, plus intègre. Il y a une valeur là derrière qui pousse. Merci, Émilie. Maintenant, j'ai la fenêtre de chat ouverte, j'ai compris hein, comment pouvoir l'afficher. Et donc, un data ambassador, il ne fait pas ça par appât du gain. De toute façon, il n'y a pas de gain derrière puisque la situation n'a pas encore évolué, mais il fait ça parce qu'il est poussé par une valeur ou plusieurs valeurs. Et si nous autres, on va s'ingénier à définir des incitants pour que ces missions-là soient de plus en plus reconnues, il faut que ces incitants soient en lien avec ces valeurs. Par exemple, si vous mettez en place un réseau de personnes intéressées par la publication en open access, donc dans des journaux gratuits, comme récompense, est-ce qu'il convient vraiment de rédiger une belle publication dessus et de la publier dans Nature? Voilà, il faut que l'incitant soit aligné avec la valeur. Et donc pour ça, il faut que on ne perde pas, je vais dire, de vue ce qui se cache derrière l'obligation de la rédaction d'un plan de gestion de données. Merci pour vos aimables messages, ça me fait très plaisir. Restons en contact. Vous aurez le slideshow, vous aurez mon email. Et donc voilà,
je pense que en tant que data people, il faut qu'on fasse partie du débat et il faut pas qu'on laisse passer, il faut pas qu'on rate le coche. Je sais pas si c'est une expression belge, mais je la place ici. Il faut pas qu'on rate le coche pour embarquer directement C'est sur tous très ces bien, c'est projets-là. concept. Super. Et le récit d'histoire inspirante permet aussi, dans une temporalité plus immédiate, d'activer en fait l'adoption de nouvelles pratiques. Je crois qu'on a tous perdu Judy. On a perdu Judith, oui. Oui, oui, moi aussi, j'ai perdu Judith. Ouais, moi j'ai Euh, entendu un grand silence, puis OK. Je vais juste poser l'enregistrement. Je vais la recontacter. Le... J'étais juste dans la conclusion du webinaire, donc j'espère que la coupure réseau n'a pas été trop conséquente ici. Mais quand même, je vais continuer de partager ici juste le diaporama pour être complète. Mais voilà, donc ici, ce que je proposais, en fait, c'était de s'arrêter dans la présentation pour éventuellement répondre aux questions et aux réactions. Mais vu que je ne sais pas très bien pourquoi j'ai été déconnectée, tout le clavardage est effacé pour moi. Donc, s'il restait des questions ou des réactions, Ah, je ben, vais c'était des devoir merci demander à ma beaucoup, chère super Stéphanie. motivant. Super. C'était des éloges, que des éloges. Ouais. Oh, waouh, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Mais écoutez, c'est super. Merci beaucoup pour tous ces gentilles réactions dans le chat. Euh, Ce qui devait arriver arriva. J'ai été trop gourmande et j'ai prévu une présentation plus longue que les 60 minutes dédiées. Oui, mais aussi, Euh, tu n'as pas la meilleure police du temps, hein? Je suis aussi complice, là, partners in crime, là. les personnes qui sont encore connectées, est-ce que vous avez le temps et l'intérêt pour qu'on discute de l'exemple de réutilisation ou vous préférez qu'on termine ici, qu'on reste en contact par email? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous? Ben moi, j'ai le temps et puis ben, Ok, j'aimerais bien continuer l'enregistrement. Donc, alors on peut. les autres qui ont dû quitter, ben, je leur signalerai à ce Ok, moment-là que cette partie-ci, ils vont pouvoir le voir bon, malheureusement en mode asynchrone, mais quand même. oui. Ah bah, si ça vous convient à tous, alors je prends la liberté de continuer. Il n'y en a pas pour beaucoup de minutes, c'est promis. Euh, merci, merci. Et donc, comme je vous disais, donc ici pour conclure, donc il y a beaucoup de choses que nous autres, personnels de soutien à la recherche, pouvons mettre en place dans le cadre de la réforme de l'évaluation des carrières. C'est un travail de longue haleine qui va prendre des années et dans l'immédiat, j'ai observé auprès des Data Ambassadors que le récit d'histoires positives, inspirantes et vers lesquelles on peut se projeter aide pas mal quand il s'agit de favoriser l'adoption de nouvelles pratiques de recherche. Et donc, je vais passer la slide sur le WooClap ici pour aller directement dans cet exemple que j'avais envie de diffuser. Dans la communauté de Data Ambassadors, il y a un chercheur particulièrement actif dans le domaine des sciences politiques, qui fait partie d'un projet qui gagne, je pense, à être connu, un projet dont le cœur est en fait la réutilisation de données qualitatives. Il faut comprendre ici qualitative par opposition à quantitative. Donc, des choses qui ne sont pas mesurables, des choses qui ne sont pas quantifiables. Et c'est un projet Calidem. Il est financé par le Conseil européen de la recherche. C'est un projet qui spanne 4 pays, Belgique, France, Allemagne, Royaume-Uni, et qui étudie en fait, en somme, l'intérêt ou le désintérêt ou la modification de comportement des citoyens par rapport aux multiples politiques qui les concernent. Et pour étudier en fait ces réactions et ces modifications, ces attitudes des comportements des citoyens par rapport aux politiques publiques,
les chercheurs qui pilotent le projet ont décidé de faire de la réutilisation de données qualitatives. Alors, ils ont publié énormément sur la question. Le projet a pris une grande ampleur et je vous ai mis toute une jolie bibliographie. Ils sont même venus le présenter à Montréal, mais c'était pour un meeting d'une association américaine en 2022. Ils ont décidé en fait de réutiliser des données qualitatives parce qu'ils se rendent compte, ils sont partis de ce postulat en fait que les données qualitatives, notamment les données d'enquête ou d'entretien, contiennent beaucoup plus de matière que les réponses aux questions de recherche pour lesquelles elles ont été collectées. Euh, la richesse des données qualitatives est telle qu'il est très difficile de les reproduire et qu'il serait très bête de laisser ce capital périmé dans des répertoires de partage de données de recherche. Il existe des répertoires de partage de données de recherche qualitatives, notamment dédiés à tout ce qui est sciences humaines, hein, bien sûr, et puis sciences sociales aussi. Même psychologie, pourquoi pas aussi, ça pourrait en faire partie. Il existe tout un tas d'exemples que je vous ai repris ici dans la publication donc, des recherches. Donc ici, c'est Ferdinand Teuber qui est donc le Data Ambassador en question, qui m'a parlé de ce projet et qui me permet de vous le raconter aujourd'hui. Mais la PI, c'est Virginie Van Ingelgom ici qui est dans les co-auteurs. Et donc, certes, il existe des répertoires de partage de données qualitatives, mais dans Calidem, ils ont pris le parti de ne pas aller dans ces répertoires, mais de contacter directement des chercheurs qui avaient publié sur le sujet et qui, vraisemblablement, détenaient des données qui n'étaient donc pas publiées à la base, mais qui contenaient en fait l'information qui intéressait le projet Calidem. Et donc, je vous ai mis un extrait ici du papier publié où ils ont listé les datasets qu'ils ont réutilisés. Et donc là, leur approche n'a pas du tout été de réutiliser des publications, ça a été plutôt d'aller contacter les chercheurs qui avaient publié pour les encourager à partager leurs données de recherche. Et donc, si là, on n'est pas sur un exemple d'entraide et de motivation au partage de données de recherche, je ne sais pas ce qu'il faut comme histoire. Et le projet est encore en cours à l'heure actuelle et, me semble-t-il, vient de recevoir un boost financier supplémentaire pour aller plus loin dans les codes liés à la réanalyse en fait de données qualitatives. Donc bravo Virginie, bravo Ferdinand, bravo à l'équipe Calidem. J'espère avoir fait justice au projet dans ma très brève présentation ici. Et quoi qu'il arrive, je vous invite vraiment à aller consulter la bibliographie du projet Calidem. Ils ont aussi un très beau site web hébergé sur la plateforme du Conseil européen de la recherche et qui, euh, qui explique la démarche de la réutilisation de données secondaires, finalement, hein, qualitatives. C'est un cas très rare dans le monde du Cali de réutiliser des données. Et donc, j'ai vraiment envie de donner une visibilité maximale à ce projet que j'admire et que je salue. Voilà pour le petit partage de récits. Réutiliser sans vergogne à l'interne les succès du projet Calidem pour inspirer vos propres facultés de sciences politiques, de sciences sociales, de sciences humaines et de toutes les disciplines qui dépendent de données qualitatives en général. On arrive à la fin du webinaire tel que j'avais envie de vous le présenter. Donc, encore merci à toutes les personnes qui se sont connectées et évidemment aux extraordinaires organisatrices qui m'ont aidé d'un point de vue technique et d'un point de vue contenu. Merci à elles. Et il me ferait grand plaisir de rester en contact avec des collègues du Québec pour les aventures à venir du réseau de Data Ambassadors et pour le contexte de réforme de l'évaluation des carrières de la recherche. Bon, merci beaucoup. Et s'il reste des questions et des réactions, j'y réponds avec grand plaisir. Mais je ne vais pas prendre trop de place. Ah, je vois que Caroline, elle veut réagir. Alors, je te donne la parole en premier. J'étais curieuse. Peut-être que c'était très implicite et que je ne l'ai pas capté là, pendant la présentation. Mais au final, j'ai l'impression que si on engageait davantage les chercheurs, ou c'est de mon côté, c'est plus les données opérationnelles qui m'intéressent, les employés des organisations, de parler de leur méthodologie et de mettre davantage l'emphase sur ce qui est fait avec les données dans leur méthodologie. Mais dans tous les cas, on s'attend quand même à ce que les gens expliquent un minimum leur méthodologie. Alors, j'ai l'impression que ça,
ça serait la plateforme où on pourrait en parler davantage. Et là, il y aurait peut-être un peu moins cet argument de ben j'ai pas le temps. Ben ta méthodologie, elle est déjà elle devrait être déjà documentée, etc. Alors, c'est comme recycler du contenu sur lequel tu as déjà Oui, travaillé et non de la création de contenu. tout à Mais, fait. Dans un mais monde idéal, ça devrait pouvoir... Pardon, vous n'aviez pas non, non, terminé. allez-y. Allez-y, ça va être Dans, un autre point. dans un monde idéal, ça devrait fonctionner comme ça. Dans un monde idéal, le chercheur aurait déjà adopté ces pratiques de documentation ou de méta-documentation, enfin de métadonnées en fait, hein, finalement, et la rendre publique ne représenterait pas de surcoût. Mais en tout cas, au sein de mes facultés, pour ainsi dire, j'observe que même l'adoption des pratiques pour soi n'est pas encore gagnée. Même quand il y a pas l'incitant publication, c'est pas tellement l'étape publication qui va poser problème, c'est en amont de ça. C'est l'étape adoption. Et le fait peut-être d'avoir une publication plus automatique au bout de la chaîne de valeur engagerait plus de motivation dans les labos pour rédiger des plans de gestion de données pour soi, quoi. Puis sinon, l'autre point que j'avais, tu sais, oui, on parle je me souviens plus des termes, mais tu sais, du côté que ça soit plus aisé et l'autre que Oui, c'est les bénéfique. bénéfiques. Mais Mhm. j'ai aussi l'impression que les gens, ils veulent pas parler de comment ils s'y sont pris parce que peut-être qu'eux-mêmes sont pas trop certains de comment ils sont Mhm. arrivés puis qu'ils ne maîtrisent pas leur méthodologie ou que des fois, c'est, comment dire, des fois peut-être un co-chercheur, tu sais, un stagiaire, pas un stagiaire, mais tu sais, quelqu'un à la maîtrise ou au Mhm. doctorat qui a Mhm. collaboré, ou même, tu sais, ce que je vois parmi les services pour la recherche, comme à l'Université de Montréal, ben, le département de mathématiques ou des statistiques, eh bien, ils offrent un support. Alors, j'imagine que Voilà. quand ton chercheur fait appel à des Absolument, ressources absolument. externes, ben après, de comme aller expliquer qu'est-ce qui a été fait, pas par eux-mêmes, ils le maîtrisent peut-être pas très bien. Oui, Alors, je me demande s'il n'y a pas aussi un peu un embarras d'aller parler de peut-être. choses et parce que tu sais aussi, justement, si on est dans la performance, il y a peut-être aussi trop cette pression qu'il faut que ça soit parfait et de parler des défis et enjeux qu'on a rencontrés, c'est pas assez valorisé alors que pourtant c'est comme ça qu'on apprend. Oui, c'est très très juste. La culture de publication actuelle ne favorise pas ce genre de publication-là, effectivement, ne favorise pas non plus toujours une honnêteté complète sur qui a fait quoi dans la méthodologie ou qui a décidé de quel aspect de la méthodologie. Euh, L'autorat n'est pas toujours non plus très clair. Si c'est un étudiant de maîtrise qui a fait les tests student, par exemple, sur mon dataset, est-ce que je dois le mettre en co-auteur ou pas? Et en toute généralité, il y a peut-être aussi quelque chose à réfléchir au niveau de la préparation au métier de chercheur. En tout cas, en Fédération Wallonie-Bruxelles, en Belgique en toute généralité, dans les programmes de bachelier et puis de maîtrise, toutes les facultés ne sont clairement pas égales par rapport au traitement de données. En sciences humaines et sociales, comme vous l'avez remarqué peut-être dans le graphique sur la répartition des data ambassadors, en sciences humaines et sociales, quand on arrive au doctorat, on est parfois supposé, par la grâce de Dieu, être directement un expert en gestion de grands jeux de données et en statistique, alors que parfois ces cours sont pris seulement en doctorat et on peut démarrer sa carrière de chercheur avec ce bagage-là en train de le créer, ou on peut parfois le traîner un peu plus tard. Et je pense que peut-être, je parle ici des sciences humaines et sociales parce que c'est clairement, pour moi, la haute participation de ces facultés-là dans la communauté de Data Ambassadors, elle traduit ce besoin d'apprentissage complémentaire. Mais c'est peut-être aussi un biais culturel. Peut-être qu'en sciences et techniques, on a l'impression d'avoir fait plus de stats ou d'avoir fait plus de méthodes et que donc on s'y connaît mieux, alors qu'en fait, cette impression-là diminue notre degré d'intérêt pour la gestion des données, puisqu'on voit plus ça comme une espèce de, de tâche quotidienne. Et voilà, donc peut-être que je me trompe complètement, mais il y a peut-être quelque chose à réfléchir dans les programmes de préparation au métier de chercheur, en fait, à ce niveau-là, plus que dans la culture de publication. Voilà. Ben, Il y Ben, aura moi, merci. peut-être du boulot. pardon, Non, non, je suis allez-y, sauvage Stéphanie. encore, pardon. Je faisais juste dire on s'entend. Alors, vous pouvez y aller. Ben voilà.
Oui, ben moi, c'est ça, j'allais dire. Je rebondis sur le commentaire de Judith. Puis moi, c'est ce que j'essaie de faire, justement, là, de Mm, changer la culture au niveau de l'enseignement. Parce mm. que moi, je suis avant tout bibliothécaire. Et puis, dans mon métier, ça fait 14 ans que je fais ça. Et puis, j'ai surtout une expertise dans le volet enseignement plus que le volet recherche. Donc, contrairement Mm. à Judith, tu sais, je n'ai pas fait de recherche. J'éprouve beaucoup ce syndrome d'imposteur, là. Oh, Je n'ai pas de thèse que j'ai publiée à travers la traversée du long désert que vous avez tous et toutes vécu. Mais au niveau de l'enseignement, par contre, là, ça, j'ai cette force. Et donc, c'est dans les cours de méthodologie, justement, où j'essaie de m'insérer pour déjà inceptionner, là, pardon, j'ai un fétiche pour ce film-là de Leonardo DiCaprio. Pour justement inceptionner ces valeurs-là au niveau de la méthodologie puis l'intégrité. Euh, et donc, moi, en tout cas, ma vision là, de comment inciter les gens tout simplement par mon initiative personnelle, là, parce que bon, tout ce qui est par rapport à Coara, ben, c'est un mouvement quand même révolutionnaire, donc de masse, là. Mais carrément. moi, dans mon quotidien, ce que je me suis donné comme mission, c'est de tout simplement reproduire ce que je sais déjà très bien faire en tant que bibliothécaire universitaire. Donc là, j'ai déjà une histoire de succès, comme dit Judith. Hein, on aime ça, les histoires de succès, parce que c'est inspirant. Et moi, la façon que je raconte mon histoire de succès, ben, je la raconte comme l'heure du conte. Alors, je ne sais pas si Caroline et Julien, vous êtes bibliothécaires, vous aussi. Oui, non? Non, analyste en gestion de l'information, mais j'ai la MSI de l'EPSI. OK. Bon, ben, en tout cas, moi, donc, ma façon, en tout cas, ma façon en général de procéder, c'est de vraiment raconter comme l'heure du conte, Judith, là, dans les Voilà. bibliothèques publiques, là. Et donc, j'ai cette formule-là pour être inspirante, justement. Donc, j'ai toujours la protagoniste. Ça peut être la chercheur ou la GDR, là, si on veut le Oui. personnifier, avec un antagoniste qui est toutes les excuses qu'on a listées tantôt, là, avec le woodclap. Ensuite, j'ai trois péripéties. C'est toujours ma recette, hein. J'ai trois péripéties et j'ai des alliés aussi. Donc, des alliés, évidemment, c'est moi, hein. J'ai Judith aussi, qui est mon allié outre-Atlantique. Et dans mes péripéties, ben, c'est toujours la même chose, hein. Tout ce qu'on a énuméré là, je les appelle des péripéties, là. Parce que manque de temps, aucun incitatif, et le problème systémique des publications et de Oui. comment dire, les indicateurs de performance chez les chercheurs, etc. Et bref, ben, je finis toujours. Des fois, ça finit mal, hein. Il y a des histoires qui sont des histoires d'horreur. Ça, on les garde pour la semaine des données de l'Halloween, là, justement. Halloween, C'est ça ouais, qu'on voilà. devrait inviter probablement. Mais là, en ce moment, c'est la semaine des données à cœur. Donc là, il faut que ça soit une histoire d'amour, tout qui finit bien. Et donc, tu sais, j'y vais selon le contexte. Des fois, j'ai besoin d'effrayer le monde pour qu'ils se réveillent. Puis des fois, j'ai besoin de les séduire pour qu'ils tombent en amour. Mais souvent, c'est ça la formule que je prends de façon individuelle. Parce que comme j'ai dit, toutes les deux, on a la réputation d'avoir une belle énergie, que je l'exploite à fond, là. Ouais. Oh, attends. Non, j'avais peur d'avoir encore éteint mon micro avec mon coude parce que avec ce petit bouton là. Ben, oui, le récit, maintenant, quand moi je dis récit, oui, c'était plus pour rendre visible, en fait, les chercheurs qui ont donné de l'énergie et du temps. Mais Oui. alors, là, toi, tu me donnes les clés d'un récit structuré extraordinaire Ah oui, j'ai une que approche scientifique, bien j'ai sûr, noté, hein. hein. On Je est me suis quand même emparée un du milieu truc, hein. universitaire.
faire, là. Non, c'est clair. Ben ouais, Puis, non, en pour moi, ça fait, fait partie du jeu. j'ai deux autres chercheuses que je vais interviewer demain et qui vont apparaître dans un article vendredi, justement, Judith. Et Mm. j'ai été inspirée par toi, là, en Oh, amont, justement. C'est deux data champions qui, elles, partagent à un niveau phénoménal, là, et ils ont eu une subvention pour ça aussi. Alors, c'est une très belle initiative d'incitation à partager, parce que là, il y a même de l'argent qui est derrière tout ça. Donc, je t'en ferai part ah ouais, avec grand quand ça plaisir. va. C'est Moi, ça. je diffuse aux Data Ambassadors, alors, de notre Slack. C'est ça. Et puis là, ben, dans ces deux exemples-là, c'est dans le domaine de la santé. Et Ah oui. ouais. Et donc là, les bénéfices non, c'était pas les bénéfices que tu disais. L'engagement envers la communauté, Mm. La là, troisième elle est mission, très, très tangible ouais, dans là. ces deux cas-là. Ouais, ouais, non, c'est clair. Et Ouais. c'est ce genre de contribution-là qui est parfois mal vu par les pairs à la lumière de la culture du publisher perish, quoi. Et c'est Oui, justement exact, ça que exact. Kohara veut favoriser, en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Alors, ça peut être aussi plus une espèce de nouveau conformisme, hein, que toutes les institutions signent la déclaration Kohara en se disant que finalement, on dit qu'on ne le fait pas et puis on le fait quand même. Mais moi, j'ai quand même l'impression que je vois dans mon voisinage immédiat professionnel beaucoup d'institutions qui s'engagent dans des projets, qui reçoivent du financement. Mhm, mhm. Notamment, nous autres, les 5 universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on a un projet combiné vraiment très ambitieux sur la réforme de l'évaluation des carrières de la recherche et je me réjouis d'en faire partie et d'y travailler. Peut-être que d'ici un an ou deux, on refera un webinaire où on reparlera de ça Ah, mais c'est avec, génial! Alors, non avec des seulement choses différentes. tu le suggères, mais tu es dedans. Alors, ouais, Oui, absolument. bah oui, mais tu vois, c'est une mission pour moi qui a du sens parce que quand tu fais partie du soutien à la recherche, que ce soit pour les données ou pour la méthodo ou les publications ou quoi, c'est ta connaissance et c'est ta compétence qui est pertinente pour redéfinir en fait l'évaluation des carrières, quoi. Absolument. Et pour se battre contre les résistances qu'on reçoit, il n'y a que ça qui va fonctionner. On est dans mon opinion là, hein. On n'est pas dans le fait. On est dans mon opinion qui vient de mon expérience et de mes lectures diverses que je partage ici, quoi. Mais il n'y a que ça qui va marcher, quoi. On peut faire la plateforme de rédaction de PGD la plus parfaite possible. Je suis Tant que ce ne d'accord. sera pas valorisé dans la carrière d'un chercheur, le chercheur ne voudra pas le faire et il aura raison. Donc Oui, voilà. absolument, absolument. Mais Ouais, tu vois, ce que ouais, ouais. j'aime, c'est que ton approche a une ligne directrice, là. Tu as des valeurs qui sont vraiment claires dans ta vision des choses et là, tu les mets, et tout le reste suit en fonction de ça. Alors, moi, c'est comme ça aussi. C'est ma boussole, là. Hmm. Et là, je trouve ça vraiment rafraîchissant de voir aussi ce genre d'intervention que, bon, ben, moi, je me donne comme résolution aussi d'essayer de faire. On le fait déjà juste au niveau de l'enseignement, là, parce que ça, c'est plus ce dont je suis habituée. Parce qu'au niveau de la recherche, il y a une culture, mais au niveau de l'enseignement aussi, tu sais, Ah ouais. nous, au Québec, contrairement en Europe, du moins, mon impression, c'est que, tu sais, nous, on essaie vraiment d'aller plus vers l'enseignement de moins en moins magistral, là, pour, euh, Ok. pour impliquer davantage les étudiants, leur engagement, justement, tu sais, l'entraide, la collaboration, etc. Fait que nous, ça se fait déjà dans l'enseignement depuis plusieurs années. Et donc là, Hmm. maintenant, on essaie de faire un peu la même chose avec la recherche. Donc, moi, je fais juste, encore une fois, transposer des choses dont je Ouais. suis déjà familière vers le volet recherche. Bah écoute, moi je pense qu'il faut qu'on se dise quoi? On se dit quoi? On Ouais, se on dit quoi? s'échange nos bras, là. On s'échange. Non. Je suis désolée, je suis un peu sous eau en ce moment au niveau travail. J'aurais aimé prendre le temps de placer plus de parler Ah, québécois dans ben non, mon. ça, Mais c'est parce voilà, que c'est mon dada, quoi. ce J'adore, sera là. pour C'est une tous autre les fois. prétextes sont bons, là. Quand on se revoit pour parler des plans de gestion de données dans l'évaluation des carrières de la recherche, là tu vas voir, ce sera québécois all the way.
à fond la caisse. Avant la- Bon, ben, je Euh, m'excuse. Est-ce que Julien, tu voulais, là, je suis rendue au tutoiement, là, mais est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? J'avais juste une petite question. J'ai peut-être manqué le début parce que je suis arrivé un peu en retard, mais c'était qui finalement l'initiateur de cette organisation avec les data ambassadeurs? Est-ce que c'était les universités? Est-ce que c'était plus haut niveau? Est-ce que c'est parti de la base, un Ah, c'est besoin? vraiment partie de la base. Ok, ça c'est Euh, intéressant. Julien, si vous permettez, je remonte Une carrément vraie ma petite révolution, slide. quoi, c'est ça? Ouais. C'est parti de la base. Donc, en fait, en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc la communauté française de Belgique, il y a 5 universités. Et ces 5 universités disposent chacune d'un Research Data Officer. Donc ça, c'est ma profession pour Ouais, l'Université de ouais. Liège. Et donc, on a introduit ensemble un projet auprès de la gouvernance de la recherche à la Fédération Wallonie-Bruxelles, projet qui a été soutenu, hein, donc opérationnellement et financièrement, de lancer un réseau de Data Ambassadors. Donc c'est Donc en parti en fait, fait de notre petite équipe de 5. ok. Puis c'est vous qui avez monté ce projet-là, puis vous avez dit, bon, ben, mais vous avez, ok, vous avez soumis ce projet-là à l'ensemble de la Au cabinet de la fédération. ministre. Ok, Voilà, ok, voilà, ouais, ok, ouais, ouais, ouais. carrément à ce niveau-là. Qui Ok, nous je a soutenus. comprends. Qui Voilà, vous a c'est ça. soutenu. Ok, donc c'est comme Et ça que ça, c'est c'était. intéressant ça. Et puis alors là, on a ouvert, on a entre guillemets sorti du bois avec notre projet, où on a ouvert l'appel à la candidature auprès de toutes les communautés de chercheurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça représente quand même 5 unifs, donc Mhm. on a fait un gros effort de diffusion là. Et au premier burst, je dirais, de candidature, on est monté à 56 Data Ambassadors. Ouais. Ça, c'était vers donc fin 2021, on a commencé l'appel. Mai 2022, on a fait le lancement officiel avec un événement de ce réseau de Data Ambassadors. Entre l'appel et le kick-off, on avait 56 Data Ambassadors. Ouais. Maintenant, en février 2024, on en a 86. Ok. Donc le réseau continue de grandir voilà, on a encore des barrières et notamment ces barrières d'engagement à franchir. Ouais. Et ben, je vois vraiment l'importance de Kohara dans cette barrière-là, quoi. Ouais, je comprends. Parce que, en fait, juste pour ça, parce que on a essayé d'organiser quelque chose de similaire à l'Université Laval, ici, à Québec, euh, au niveau d'avec les professionnels de recherche qui sont vraiment des soutiens à la recherche, là. Uhum. Mais bon, c'est vraiment le début, puis je vois vraiment toute cette expérience vraiment très intéressante pour mettre des mots sur comment on peut s'organiser finalement et même peut-être aller plus large que ça, mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses et donc je serais vraiment intéressé en tout cas, je vais regarder les articles ici là, Oui, pour les regarder. j'allais vous le dire, sur toute la moitié droite ici de la slide, vous avez les références des personnes qui m'ont aidé en fait Ah, à ça, mettre en place cette communauté de Data Ambassadors parce que nous autres Research Data Officers, on était 5, mais on a invité des collaborateurs de l'université Delft notamment aux Pays-Bas ouais, parce qu'ils avaient déjà une communauté ils appellent ça Data Champions, eux, ouais, ouais. qui fonctionnait bien, même chose à Cambridge. Et si vous voulez qu'on discute, moi, il n'y a pas de problème. Ben, en tout cas, il va falloir que je reparle aussi avec des collègues, là, mais je pense que ça serait vraiment très intéressant de regarder Bah voilà, comment on peut faire ce genre de choses super. parce qu'il y a des besoins énormes, en fait. Là, ça, c'est ça qu'on s'est aperçu, en fait. Là, en vrai, là, Les, euh, ouais, les data ambassadors seront contents de savoir qu'ils peuvent répondre à un besoin le cas ouais, échéant. Ça, c'est vraiment chouette. tout à fait, tout à fait. Ben, je vous remercie. En tout cas, je vais vous écrire pour qu'on reste en contact, là, puis Magnifique, ça me fait plaisir, comme merci. ça, on pourra peut-être discuter de ça. Ouais, Oui, Merci avec grand beaucoup. plaisir. ne serait-ce que juste briser des silos, là, Oui, c'est hein. déjà énorme là, dans nos universités. Là. Juste ça, Hmm. je trouve que c'est important. Là. Stéphanie, Parfait. si tu es d'accord, je corrige le slideshow de l'erreur que Caroline a repérée et je Oui, te l'envoie pour diffusion auprès de tout le monde. Donc, parfait. Julien, vous le recevrez. Enfin, tu as moyen d'accéder à tous les inscrits et de leur envoyer Oui, ou tu le publies. Voilà quoi. Ouais. c'est ça, Ok, exact. génial. Trop bien. Ça me fait plaisir. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Bonne Merci à fin de vous. journée. Merci Merci. Bonne Julien journée. pour le feedback. Mais ma petite Stéphanie, merci. Je me suis bien amusée.